Bien, alors, c'est jamais simple, j'aime vraiment pas parler juste après un film. Et je vais le faire, je vais essayer de le faire rapidement parce que on est un petit peu en retard. Et je crois que c'est vraiment important qu'on laisse au maximum le temps à Jean Lemoine de partager. Je crois qu'on a la chance de l'avoir avec nous et donc de pouvoir partager son travail et son œuvre. Donc je vais être court, voilà. Mais je vais peut-être simplement ouvrir quelques pistes de réflexion autour de ce film. Donc film de René Laloux, dernier film de René Laloux, réalisé en 1987, qu'on considère à tort comme une forme de testament artistique, à tort parce que René Laloux n'aura de cesse d'essayer de refaire des films après ce film-là, et c'est vraiment le fait de pas de chance, d'une certaine manière, qu'il a été empêché de créer d'autres films après celui-là. Donc c'est un film qui clôt son œuvre, mais qui, c'est vrai, occupe une place tout à fait à part dans sa filmographie. Pour la raison essentielle que ce film était le film préféré de René Laloux. C'est pas du tout le plus célèbre de ses films. Je pense que c'est sans conteste La Planète Sauvage, au moins, qui l'éclipse largement. Mais son film préféré, et pour moi c'est une question importante, de savoir pourquoi ce film était son préféré. L'hypothèse sur laquelle on peut partir en revoyant le film et en interrogeant en relisant ce que René Laloux a déclaré autour de ce film, c'est qu'en réalité, cela aurait dû être non pas son dernier, mais peut-être son premier film. En tout cas, la lecture du texte, alors non pas au départ de Marguerite Yourcenar, mais de Lafcadio Hearn, donc une des réécritures, des adaptations dont vous avez parlé tout à l'heure, de ces sources asiatiques et plus particulièrement japonaises. Cette lecture, lorsqu'il était enfant, en fait, et je passerai je citerai tout à l'heure plus exactement l'extrait de l'interview où il en parle, c'est cette lecture qui aurait peut-être déclenché son envie de faire de l'animation, et je pense que cette idée n'est pas neutre par rapport à ce que met en jeu pour l'animation, pour la peinture, pour l'art, le conte réécrit ensuite, comme vous l'avez dit, par Marguerite Yourcenar. Quelques éléments de biographie qui me semblent importants parce que lorsqu'on parle d'un film personnel, évidemment, il faut qu'on ait en tête qui était René Laloux. René Laloux est quelqu'un qui est né à Paris, dans un milieu relativement modeste, qui n'a pas fait de longues études, qui a été amené à devoir travailler, je crois, à l'âge de 14 ans, qui a passé de petit boulot en petit boulot, mais qui a toujours nourri une véritable passion pour la création, et sans doute une passion contrariée pour la peinture. Il n'a cessé de peindre, René Laloux, pas à la fin de sa vie, pas à la fin de sa carrière, mais depuis le départ, en réalité. Et sans doute que sa pratique de la peinture ne correspondait pas à l'ambition qu'il avait pour cet art. Il se passionnait aussi pour la littérature, pour le cinéma, pour les formes aussi moins reconnues de la culture, comme la science-fiction, le policier, qui est une véritable passion pour lui. Mais donc il a expérimenté différentes choses, dont la sculpture notamment. Et en fait, ses véritables débuts dans le cinéma d'animation datent du début des années 60, lorsqu'il est moniteur à la clinique antipsychiatrique de la Borde, et il réalise avec les malades, les patients, un film qui s'appelle Les Dents du Singe, en 1960, dont le scénario, les dessins sont ceux des malades, et lui est le metteur en scène de ce film-là. Ce film remporte un véritable succès, il est primé, il est vu notamment par Roland Topor, et c'est le début d'un compagnonnage entre Roland Topor et René Laloux, qui vont réaliser ensemble d'abord des courts-métrages extrêmement remarqués à l'époque, 1964 les Temps Morts, 1965 Les Escargots, qui est encore aujourd'hui une des références dans le domaine du court-métrage, le style graphique de Roland Topor, une co-conception avec René Laloux, j'en reparlerai après, et qui permet à René Laloux et à Topor de
d'envisager à la fin des années 60, donc juste après les escargots, la réalisation d'un premier long métrage, La Planète sauvage, qui reste aujourd'hui encore une œuvre absolument marquante de l'histoire du cinéma d'animation et du cinéma de science-fiction en particulier. C'est une œuvre marquante et qui réussit en 73 au moment de sa sortie une forme de quadrature du cercle, c'est-à-dire d'être à la fois un succès critique, un succès public qui est primé à Cannes, ce qui est une première absolue pour un film d'animation, et on peut croire à ce moment-là, dès 73, qu'enfin le cinéma d'animation est sorti de son ghetto du film pour enfants. Et là, ça ne suffira pas. C'est une porte qui s'est très rapidement refermée, y compris devant René Laloux, puisque lui-même a eu toutes les peines du monde à continuer à faire des films qui ne soient pas des films ciblés pour le public enfantin avec, on va dire, des codes et des normes fixés par l'industrie disneyenne. Je le dis parce que René Laloux a été, si ce n'est une conscience, parce que c'était une personnalité paradoxale, extrêmement attachante et aussi qui est très haute en couleur, mais en tout cas quelqu'un extrêmement impliqué et militant dans l'art de l'animation, et ces films portaient bien plus, je pense, que simplement un désir de création. C'était aussi une façon de revendiquer une place pour l'animation en tant qu'art. Donc la suite, c'est deux autres longs métrages qu'il réussira tant bien que mal à faire, Les Maîtres du Temps, Gandhar en 87, et c'est en marge de Gandhar, son dernier long métrage, qu'il réalise Comment Wong Fo, pardon, il y a une... Moi j'ai passé, c'est pas Comment Wong Fo m'a sauvé, mais c'est Wang Fo. Voilà, chacun son lapsus. Donc vous aurez corrigé de vous-même. Voilà quelques images de les trois courts-métrages que j'ai cités d'un côté, les trois longs-métrages de l'autre, simplement pour marquer les idées, pour montrer que René Laloux est dans cette situation qui pourrait sembler paradoxale, qui est celle d'un réalisateur d'animation qui n'est pas lui-même le dessinateur, le créateur graphique de ses propres films. Quand je vous dirais que par ailleurs l'adaptation a été le leitmotiv de ces longs métrages et de Wang Fo, on peut se poser la question de savoir comment Laloux a réussi à s'affirmer en tant qu'auteur en n'étant ni le créateur graphique, ni le créateur, ni le scénariste original de ces films. En fait, c'est une fausse question, mais c'est une question qui embarrasse encore beaucoup et qui montre, j'allais dire, le retard que l'on a dans la perception de l'animation, notamment en France. On identifie évidemment beaucoup plus facilement Michel Oslo parce qu'on connaît son style graphique, parce que c'est ses histoires. Être réalisateur de films d'animation, c'est, dans l'idée de René Laloux et dans la mienne et dans celle de beaucoup de personnes, c'est avant tout être réalisateur. C'est avant tout être metteur en scène. Et être auteur d'un film, c'est être son metteur en scène. C'est pas parce que vous dessinez le film, c'est pas parce que vous n'êtes pas l'auteur du script original qu'on n'en est pas l'auteur. Donc tout l'art de René Laloux a été aussi se joue dans la mise en scène. On pourrait citer un autre grand exemple, donc tout à fait dans un autre registre, mais dont on parlera peut-être plus cet après-midi parce qu'il y a plus de connivence avec l'art de Frédéric Bach. J'en parle parce que Ilan Nguyen, qui est avec nous, en est le grand connaisseur, et grâce à lui, j'ai fait pénétrer dans l'œuvre d'Isao Takahata, le réalisateur du Tombeau du Sol. Et bien, de la même façon, Takahata n'était pas l'auteur graphique de ces films, et il a aussi une pratique de l'adaptation, bande dessinée, œuvre littéraire importante, et on a pourtant la plénitude d'un auteur. Mais ce paradoxe a été important pour René Laloux pour s'affirmer, et je sais, parce que je l'ai connu, j'ai eu ce plaisir, que même dans les dernières années de sa vie, ça l'agaçait vraiment qu'on parle de La Planète sauvage comme d'un film de Topor. Mais effectivement, Topor est beaucoup plus identifié. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais Topor est beaucoup plus identifié que René Laloux. L'adaptation du texte de Marguerite Yourcenar. Donc voilà le petit extrait d'un interview qu'il avait donné à Gilles Simon à l'époque. Ce court-métrage est presque un paradoxe temporel. Je reviendrai là-dessus. À 13 ans ou 14 ans, j'avais lu ce conte japonais que nous avait restitué un anglo-grec vivant au Japon, Lafcadio Hearn. C'est peut-être ce conte qui m'a donné envie de faire du cinéma d'animation. Je reviendrai là-dessus aussi. Bien plus tard, quand j'étais à Budapest pour les Maîtres du Temps, ma logeuse avait dans sa bibliothèque la version plus tardive de Marguerite Yourcenar, qui est un très beau texte, en particulier pour le monologue de l'empereur. On va revenir là-dessus aussi.
Or, à l'époque de Gandhar, je m'occupais également d'un magazine d'animation de l'autre côté. Nous avons produit 25 films de jeunes auteurs qui passaient en fin de soirée sur France 3, et c'est dans ce cadre, à Pyongyang, que j'ai adapté Wong Fo, tout en terminant Gandhar. Si bien que j'ai bénéficié des 2 meilleurs animateurs et du meilleur décorateur de l'équipe. Je réunissais les atouts dont on dispose rarement dans le court-métrage Luxe quoi. Ça, c'est aussi une donnée objective, c'est qu'il considère que, du point de vue de la qualité artistique, il a eu, pour réaliser Wong Fo, des moyens de production et des animateurs qu'il n'a pas eu. En tout cas des conditions qu'il n'a pas réussi à avoir forcément sur ses longs métrages, ni sur ses courts métrages précédents. Ce qui m'intéresse, alors non, on va enchaîner tout de suite sur l'œuvre, sur l'adaptation en tant que telle. Donc je dis, le texte déclencheur, c'est donc la version de l'Arcadio Hearn, mais le texte qui décide d'adapter, c'est celui de Marguerite Yourcenar pour ses qualités littéraires, et en particulier, vous l'avez compris, pour la qualité, pour le monologue de l'empereur. Alors, j'ai fait un petit travail comme ça, rapide, où j'ai repéré dans le texte de Marguerite Yourcenar les éléments qui sont repris tels quels par René Laloux. Et ce sont les éléments qui sont surlignés en vert. Donc qui sont placés au même endroit, on va dire, dramaturgiquement. Les éléments en bleu, ce sont les rajouts. Et les éléments, en jaune, ce sont les... les éléments en jaune, ce sont les rajouts, et les éléments en bleu, ce sont les éléments qui ont été déplacés. Voilà. Ce qui apparaît, là vous êtes perdu parce que je vais trop vite, j'ai pas assez de temps, mais ce qui apparaît de façon assez claire, c'est que l'adaptation est très fidèle au texte de Yourcenar, c'est-à-dire que quand vous prenez le texte de la voix off, statistiquement, 85% du texte dit par la voix off est le texte de Marguerite Yourcenar. La proportion est beaucoup plus importante au moment du monologue, là on est sur la partie du monologue, où là on a une reprise quasi intégrale du texte en tant que tel. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les rajouts, c'est essentiellement des rajouts qui sont liés justement aux coupes ou des chevilles, on va dire, dramaturgiques, sauf un terme qui m'intéresse beaucoup, mais sur lequel je développerai pas cette fois-ci, qui est le peut-être, qu'il rajoute à la fin, qui crée évidemment une distance supplémentaire dans le fait, lorsqu'il parle, à la fin, lorsqu'on dit « seul l'empereur gardera au cœur un peu d'amertume marine », ça c'est ce que dit Marguerite Yourcenar, et Laloux rajoute un peut-être, qui n'est pas utile en tant que cheville, mais qui montre bien évidemment une distance supplémentaire qu'il crée entre le point de vue de l'empereur et celui du peintre, qui est une forme de comment on pourrait dire ça, plus que de doute, excusez-moi, j'ai le terme qui m'échappe, mais de réserve supplémentaire sur la capacité de l'homme de pouvoir à rentrer dans le regard de l'artiste. Du point de vue, l'autre aspect important du parti pris, on va dire, d'adaptation, c'est le changement de point de vue. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un changement dramaturgique très évident, c'est dans la scène d'introduction. La scène où vous avez vu le chariot avec les prisonniers et puis les flashbacks qui nous permettent de revenir sur la rencontre du disciple avec Wong Fo, ça n'est pas dans le texte de Marguerite Yourcenar qui épouse au contraire la dramaturgie est chronologique, dans le sens dans le récit de Yourcenar. Cette scène-là a été complètement restructurée par René Laloux, je pense, pour des questions de tension dramaturgique, c'est-à-dire de créer d'emblée un suspense. On est non seulement dans le suspense, mais dans une forme d'angoisse, qui est celui du sort des prisonniers, donc qui force effectivement tout de suite la noirceur et la tension du conte et du parti pris de René Laloux. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est le propre de la mise en scène de René Laloux, c'est de jouer sur la lenteur comme élément de suspense. René Laloux a un rythme tout à fait particulier dans tous ses films, qui est une forme de lenteur, qui est une façon de prendre son temps, non pas pour s'ennuyer ou s'attarder, mais pour au contraire
faire du temps et du temps de l'attente et de la latence vraiment un élément dramaturgique. Et là, effectivement, ça joue à plein, c'est-à-dire cette lenteur dans la gestuelle des personnages, y compris dans le phrasé, dans la musique de Gabriel Yared, et au contraire la tension narrative qui se crée par le fait que ce sont des condamnés qui sont emmenés vers l'empereur, crée effectivement un sentiment d'étrangeté, qui est assez surréaliste d'une certaine manière, et qui pour moi fonctionne à plein, et qu'on trouve dès les temps morts, par exemple. Et puis l'autre aspect vraiment important, c'est le changement de point de vue, c'est-à-dire que le texte est écrit non pas à la troisième personne, mais à la première personne. C'est le disciple qui parle et qui raconte effectivement ce qu'il s'est passé. Alors c'est évidemment extrêmement important cette question de point de vue, notamment par rapport à la fin. Vous aviez parlé tout à l'heure effectivement de cette relation entre le vivant et le mort, entre l'aspect post-mortem. Et bien là nous avons un récit, quand on repense au début de ce film, donc à cette première personne, en sachant que le personnage qui nous parle, étant au passé, est un personnage mort, c'est un récit post-mortem. Et donc, évidemment, ce système de récit post-mortem, pour moi, est extrêmement important. Il me fait penser, Ilan, au tombeau des Lucioles, où on est exactement dans le même dispositif, et qui pose quelque chose de la fatalité et de la boucle. C'est-à-dire que c'est un récit qui se reboucle complètement, et qui se rejoue à chaque fois que vous le voyez, parce que vous savez la fin, et vous savez que c'est un récit qui est un récit au passé. Voilà. Donc, la gravité du récit se joue par ce point de vue tout à fait particulier de René Laloux. Ça, ce sont quelques éléments qui sont les éléments de storyboard de Casa, donc qui est l'auteur graphique du film, et beaucoup plus, parce que lorsqu'on parle de storyboard, on parle aussi de mise en scène. Alors là, il y aurait tout un sujet à ouvrir sur le rapport de Laloux au storyboard. D'après ce que j'en sais, pour avoir beaucoup travaillé sur le storyboard de La Planète Sauvage, ce qui est assez intéressant, et Les Maîtres du Temps, ce qui est intéressant, c'est que René Laloux intervient en réalité. Même s'il ne dessine pas en propre, il y a un rapport de dialogue et de connivence très fort sur ce qui relève du montage, du cadrage, de la composition des plans, etc. Donc la mise en scène se joue dans un dialogue très clair dans ce film-là entre Casa et Laloux. Je passe rapidement. En ce qui concerne l'univers graphique, alors évidemment, on est tout à fait ailleurs par rapport au travail de Georges Lemoine. Je crois que c'est inutile toute comparaison serait complètement vaine. Donc c'est un autre auteur, c'est Philippe Casa, qui est un auteur que René Laloux a repéré comme illustrateur au départ de couverture de livres de science-fiction. Je vais parler de cette passion de Laloux pour la science-fiction, qui est aussi celle de Casa. Ce film Wong Fo peut aussi être vu comme un film de science-fiction par certains aspects, dans la mesure où l'univers graphique créé par Casa, Casa a été très libre. Laloux, d'après son témoignage, Laloux lui a simplement dit d'aller voir du côté des peintures traditionnelles chinoises notamment, et c'est vrai qu'il y a une inspiration qui se voit dans les traitements, dans la circulation des personnages à l'intérieur de ces décors, mais il y a une liberté qui est prise par Casa, qui va chercher des références ailleurs, y compris dans la peinture classique occidentale, et aussi qui apporte ses propres éléments. Donc là, on a une citation assez claire de la peinture chinoise, mais là, on est dans un univers totalement de science-fiction, et qui est propre complètement à celui de Casa, ce qui fait que cet empereur qui nous est proposé à voir n'est pas fondamentalement un empereur de Chine, c'est l'empereur d'une civilisation qui nous est étrangère, avant tout, je crois. Je ne crois pas qu'il y ait de volonté, on va dire, ethnologique quelconque de ce côté-là, mais plutôt de se situer dans un imaginaire. L'autre aspect des choses, dont je n'ai pas le temps de parler là, mais il y a un enjeu particulier de la peinture dans la peinture. Puisque effectivement, le fait de convoquer la peinture, y compris des références à la peinture traditionnelle chinoise, prépare cette continuité possible entre l'espace de la fiction et l'espace donné pour réel et l'espace de la fiction du tableau. Et pour autant, il fallait que quelque chose démarque obligatoirement, visuellement, les tableaux, les œuvres de Wong Fo de la réalité qui nous est donnée à voir à travers déjà un point de vue pictural. Et donc,
l'indication de Lalou pour Casa a été de travailler quelque chose qui a à voir avec une forme de surréalité. C'est son terme que Casa notamment transcrit à travers des contrastes beaucoup plus flagrants, beaucoup plus forts dans sa peinture, et d'autres sources. Il cite notamment Klimt comme une de ses inspirations pour les tableaux de Wong Fu. Il y a un motif qui nous intéresse tout particulièrement dans le film de René Laloux, c'est la figure de la métallette, qui est le passage d'un registre de fiction à une fiction dans la fiction. C'est une figure que l'on cite notamment dans le domaine pictural à travers cette œuvre qui est extrêmement connue de sortie de tableau, ce trompe-l'œil, où le personnage du tableau sort du tableau. Là, on a le contraire, on a des personnages qui rentrent dans le tableau. C'est une figure qui existe évidemment et qui est même extrêmement marquante dans le cinéma d'animation. Il faut penser à La bergère et le ramoneur qui va donner Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud. Lalou, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais fait partie de ces jeunes réalisateurs qui, dans les années 50-60, ont côtoyé Paul Grimaud. Et même si voilà, il n'est pas directement d'ici de Paul Grimaud, il y a en tout cas cette figure qui est présente. Vous pouvez penser au tableau le tableau de Jean-François Laguiomy, qui pour le coup est vraiment dans la filiation directe de Paul Grimaud. Dans le domaine de l'animation chinoise, il y a un film alors, qui a sans doute à voir, je ne suis pas expert avec, c'est Le pinceau magique donc de Jin Si, l'un des grands maîtres de la marionnette animée chinoise, où on a ce même personnage d'un peintre qui donne vie à ces tableaux et qui les rend d'une certaine manière plus désirables que la réalité. Évidemment, cette figure est extrêmement intéressante parce que c'est par elle que se termine le film et elle est d'une certaine manière le point de fuite du film. Lorsqu'on revient à ce que disait Lalou sur sa première lecture du conte, donc ça c'est le conte de la version de Lafcadio Hearn, qui décrit cette scène comme effectivement avec cette continuité entre le tableau, entre l'œuvre peinte par Wang Fo et la réalité. Et ce texte est extrêmement intéressant parce qu'on peut projeter effectivement, peut-être, c'est un peut-être, c'est bon peut-être à moi, le désir de René Laloux de faire de l'animation à travers ce tableau. C'est-à-dire le fait de se dire qu'en voyant ce texte, on peut penser qu'effectivement l'animation permet ce passage, cette continuité d'une certaine manière entre l'œuvre peinte et le cinéma, d'une certaine manière. Ce qu'il va réaliser effectivement dans le film. On peut le voir aussi d'une autre face. Enfin, quand je dis ça, il faudrait que j'argumente davantage, mais pour moi, peut-être qu'il se joue dans cette idée le fait que, je l'ai dit, René Laloux a eu un rapport contrarié à la peinture, et peut-être que le cinéma a été pour lui une façon d'entrer dans la peinture, c'est-à-dire le fait de mettre en mouvement un univers pictural, de mettre en cinéma un univers pictural, une façon de rentrer, de ne plus être l'empereur qui regarde et qui vit dans ce dépit de ne pas avoir accès à l'imaginaire, mais de pouvoir rentrer à l'intérieur du tableau, d'une certaine manière, au sens large du terme, pour le mettre en mouvement. Ce qui m'intéresse, j'ai plusieurs petites choses à vous dire et je vais terminer là-dessus. La première, je vais revenir sur cette question de paradoxe temporel dont je parlais tout à l'heure. René Laloux utilise, vous savez, quand il parle du film, il dit Wang Fo est pour moi presque un paradoxe temporel. Ça m'intéresse beaucoup parce que le paradoxe temporel est l'un des motifs du cinéma de René Laloux, et en particulier c'est au cœur des maîtres du temps. Dans les maîtres du temps, c'est un vieil homme qui s'avère, à cause de ce paradoxe temporel, guider un enfant et permettre à un enfant qui est perdu sur une planète hostile de survivre.
Et on se rend compte à la fin du film que c'est la même personne, qu'en réalité, ce grand-père, c'est le petit enfant devenu vieux. Ça fait référence à quelque chose qui est extrêmement sensible chez René Laloux, c'est l'enfance, et c'est son rapport à l'enfance. Dans un de ses aphorismes, il dit « Prends la main de l'enfant que tu étais et guide-le comme si tu étais son père ». Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le fait qu'il convoque le paradoxe temporel est important parce que, j'ai oublié de le lire, mais dans le texte de Lafcadio Hearn, et je ne sais pas si c'est aussi dans le cas dans le texte de Marguerite Yourcenar, je ne l'ai plus en tête, mais on apprend que le tableau que doit peindre Wang Fu, le tableau que l'empereur l'exige de terminer, c'est un tableau de jeunesse. Et d'une certaine manière, le court-métrage, c'est aussi cette idée-là. C'est-à-dire que c'est un vieux peintre, c'est un vieux réalisateur, revenant alors là de son propre gré, et terminant ce qui aurait pu être son premier film, et ce qui aurait dû être d'une certaine manière son premier film, en tout cas là où s'origine son désir de réalisateur. Donc vous voyez, il y a vraiment un effet miroir qui se joue entre Wang Fo et Laloux, entre Wang Fo et l'empereur, en tout cas quelque chose qui est extrêmement sensible et signifiant, qui à mon avis met en jeu complètement son rapport à la peinture. Je termine juste par une citation de Roland Topor qui me semble extrêmement intéressante. C'est une citation dans le cadre d'un interview fait pour un livre qui s'appelle Les mondes fantastiques de René Laloux, de Fabrice Blin. Topor parle de la peinture de René Laloux, qu'il réalisait dans les dernières années de sa vie, en disant « J'attendais toujours le film que René Laloux réaliserait avec ses propres dessins. Aujourd'hui, sans passer par la caméra du bon titre, ni la pellicule, il montre les aquarelles élaborées au cours de ces 2 dernières années. Elles ne possèdent pas moins un fort pouvoir imaginaire quasiment cinématographique. Ces œuvres sont à la fois pénétrables, comme des espaces familiers dont l'horizon paraît à portée de main, et impénétrables par ceux qui n'osent pas s'aventurer sans carton d'invitation hors des limites du quotidien. » On a l'impression qu'il parle de Wang Fo. Voilà, je terminerai donc cette perspective cavalière. Je n'ai pas cité en termes de bibliographie, mais je le cite absolument. Donc le livre, si vous voulez creuser sur l'univers de René Laloux, donc il faut lire le livre de Fabrice Blin qui s'appelle Les mondes magiques, les mondes fantastiques de René Laloux, qui se trouve encore disponible. Vous pouvez trouver d'occasion, mais on le trouve, le livre de René Laloux qui s'appelle Ces dessins qui bougent, qui est une vision du cinéma d'animation personnel, extrêmement riche de sens, et qui pour moi reste l'un des meilleurs livres généralistes sur l'animation. Donc Ces dessins qui bougent, d'occasion. Comment Wang Fo fut sauvé donc, a été réédité en DVD par les éditions de l'Œil avec une grande partie du storyboard de Casa et les interviews notamment de Casa. Et puis, en ce qui concerne mon intervention aussi, je n'ai pas lu mon texte, mais il s'avère que j'ai écrit un article sur ce sujet-là, donc vous pouvez retrouver dans Adaptation littéraire court-métrage d'animation, donc des publications d'un colloque sous la direction de Jérôme Dutel aux éditions de l'Harmattan. Voilà, je vous parlerai tout à l'heure de la nef animation parce qu'on aura un peu plus de temps. Merci de votre écoute.